de passer après l'expérience que l'on vient de voir. Néanmoins, notre expérience finalement va être à démarrer doucement. C'est un moteur diesel, on va dire, puisqu'on en a commencé à en parler l'année dernière, il y a un an. Et puis finalement, en un an, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses dans l'ombre, notamment et grâce à Benoît, Marc-Antoine, Martin et surtout Florence Le Cerf, puisqu'on a pu mettre en place ce registre, à la fois prospectif et rétrospectif. Donc prospectif, ça va vous être montré par Marc-Antoine tout à l'heure, mais un registre qui respecte toutes les règles de l'art. C'est-à-dire que pour le coup, il est passé au CPP, au CC-TIRS, enfin toutes les démarches administratives ont été faites. Il y a un CRF électronique qui va vous être présenté tout à l'heure, qui permet d'inclure les patients en ligne, qu'on a essayé de faire relativement simple, même si c'est vrai que ça prend un peu de temps quand même, il faut 10-15 minutes pour le remplir. Et je pense que ça permettra quand même d'avoir quelques informations complémentaires, même si pour l'instant, on n'a pas du tout la quantité de patients et le recul qui a été montré par l'expérience québécoise. Donc nous, pour l'instant, on a inclus 44 patients, 60 procédures. Ces procédures ont été réalisées dans 5 centres. Et j'ai bon espoir que la présentation des résultats préliminaires aujourd'hui vous incite à participer à ce registre rétrospectif et à compléter dans le mois qui vient les inclusions de vos quelques patients encore, parce que je pense qu'on a vraiment le potentiel pour élargir et avoir beaucoup plus de patients. Donc 60 procédures chez 44 patients, avec un nombre de procédures par patient qui allait jusqu'à 4. Donc on a inclus tous les patients en intention de traiter, c'est-à-dire que même si on a pris les procédures qui est succès de pose de prothèse ou succès clinique ou non, et donc c'est pour ça qu'on parle de procédure. On va aussi voir l'impact de la temporalité, et effectivement nous on a démarré en France, dans l'expérience des 5 centres rapportés, beaucoup plus tard, puisque la première implantation c'est 2009. Mais vous voyez aussi par contre qu'il y a un nombre d'indications croissantes, et en particulier en 2016 avec presque 25 procédures qui ont été faites l'année dernière dans les 5 centres. Alors, à quoi peut-on l'attribuer? C'est des hypothèses, mais est-ce que c'est la journée de l'année dernière de sensibilisation qui est aussi motivée et finalement on s'y accorde plus? Non, je pense que c'est surtout qu'effectivement on commence à élargir les indications et qu'on est déjà aussi nous passé en alternative à la chirurgie dans certains cas, notamment y compris même, on le verra sur les fuites aortiques chez des patients jeunes qui ont été inclus dans ce travail. Donc, quel était le profil des patients? Ça restait dans cette expérience des patients à très haut risque chirurgical, avec des euroscores qui étaient en moyenne à plus de 10. Et en particulier, comme cela a été reporté aussi dans l'expérience québécoise, du fait de l'insuffisance rénale qui était présente dans un cas sur 2. Alors les indications, dans notre cohorte, l'hémolyse représentait, et ça c'est intéressant d'avoir eu ce message de l'expérience québécoise, nous ça représentait quand même presque 2 tiers des patients. Et bien évidemment, par contre, aussi l'insuffisance cardiaque était quasiment chez 8 patients sur 10. C'est des patients qui avaient un statut fonctionnel très altéré, puisque la grande majorité, plus de 80%, étaient en stade 3 ou 4, et avec des stigmates aussi échographiques de sévérité, avec de l'hypertension pulmonaire post-capillaire le plus souvent. Alors on a inclus mitral et aortique, mais très majoritairement, les procédures étaient des fuites paravalvulaires mitrales, qui sont beaucoup plus fréquentes, alors que l'on va le voir, les résultats sont quand même bien meilleurs sur les fuites paraprothétiques aortiques. Ces procédures en termes de guidage étaient faites le plus souvent sous anesthésie générale, mais pas souvent, pas toujours. Parfois, notamment pour des fuites para-aortiques qui étaient faites éventuellement même sans guidage ETO, ça a été fait sans anesthésie générale. Et par contre, évidemment, quand il y avait un guidage ETO, en particulier 2D et 3D, de plus en plus, bien évidemment, une anesthésie générale était réalisée. Le nombre de prothèses implantées variait entre 0 et 2 pour le type de procédure. On verra que le nombre de prothèses sorties était parfois beaucoup plus important. Et avec des procédures qui sont, comme on le sait, des procédures extrêmement longues et coûteuses en termes d'irradiation, puisque les temps moyens de procédure, c'était 144 minutes, et les temps de scopie moyens étaient de 50 minutes, ce qui est quand même assez énorme. Les techniques utilisées pour les fuites paraprothétiques, alors pour les 5 procédures aortiques, c'était toujours bien évidemment du rétrograde artériel. On n'a pas fait de différence entre les techniques d'onshoring, comme ça a été éventuellement démontré par Martin. Le registre permet pas on n'avait pas rentré cet item, donc on ne peut pas le savoir. Mais à ma connaissance, dans les 5 cas, ça n'a pas été fait. Et puis pour les voies mitrales, pour les fermetures mitrales, c'était des voies apicales dans 11 cas sur 55 et des téléphériques dans seulement 2 cas. Donc la majorité des cas ont été faits par voie transseptale avec abord direct de la fuite. Et encore une fois, je ne suis pas en mesure de vous dire si la technique de onshoring avec des guides en parallèle a été utilisée de façon régulière. Je sais que nous on l'a fait occasionnellement, mais je ne peux pas vous donner des chiffres précis. Par contre, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que
comme ça a été soulevé, en France, nous, on a une grande variabilité de prothèses off-label qui sont utilisées. Et finalement, on a utilisé toutes sortes de prothèses, sauf celle qui théoriquement est validée. C'est-à-dire que nous, on n'a pas dans cette expérience les prothèses Occlutech. Et par contre, la majorité des prothèses implantées étaient les prothèses de CIA ou les prothèses de CIV musculaires en grande majorité. Et parfois, en particulier pour les valves aortiques, était utilisé le plug 4, qui était assez intéressant pour des petits trous et des petits pertuis, du fait de son profil qui permet de passer dans du 4F, enfin dans vraiment des petites sondes. En termes de résultats, alors c'est toujours intéressant et débattu de savoir qu'est-ce qu'on appelle un succès. Là, on va d'abord parler des succès de pose de prothèse. Eh bien, succès de pose de prothèse, c'était 73% de façon globale, mais bien évidemment, dans les procédures aortiques, eh bien, le taux de succès était bien meilleur, c'était 100%, bon c'est que 5, mais ça a été réussi à chaque fois, alors que dans les procédures mitrales, là c'est beaucoup plus difficile, avec des résultats dans 7 cas sur 10. Les échecs étaient liés le plus souvent, non pas, alors bien sûr c'est difficile à franchir, mais finalement les échecs n'étaient pas le plus souvent liés à ça, seulement 3 cas, c'était plus souvent des problèmes liés à la prothèse. Et c'est vrai que ça conforte ce qu'on a dit sur les problèmes de choix de prothèse, le problème de taille, le problème d'imagerie avant pour savoir vraiment quelle taille choisir, les problèmes d'embolisation. Et donc, le plus souvent, les échecs de procédure étaient liés vraiment à la prothèse et pas tellement à des problèmes soit de guide ou de franchissement par la gaine. Lorsqu'il y a un succès de pose de prothèse, la diminution de la fuite a été constatée dans 93% des cas. En termes de complications, par contre, bien évidemment, on va retrouver des procédures qui sont quand même à haut risque. Plus que 30% de complications ont été observées, dont 6 cas ayant mis en jeu le pronostic vital. Alors, quels sont ces types de complications? Par ordre de fréquence, eh bien, ça rejoint aussi l'expérience du Québec, mais c'est de l'hémolyse aiguë, qui était vraiment le problème le plus fréquent observé comme complication, avec après des problèmes éventuellement d'instabilité hémodynamique, puis des choses plus rares, des troubles du rythme, des problèmes d'embolie de prothèse ou d'hémorragie. Et attention aussi à l'insuffisance rénale aiguë, mais qui était souvent aussi corrélée à l'instabilité hémodynamique, mais pas tellement à éventuellement du contraste, parce que ces procédures finalement nécessitent très très peu de contraste, voire pas du tout. En termes d'évolution hospitalière, intéressons-nous du coup à ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un succès clinique, et encore c'est très tôt pour le dire, mais la définition prise, c'est vraiment des résultats préliminaires, mais la définition qui a été prise pour la première analyse, c'est un succès de pose, une diminution de la fuite ou une diminution de l'hémolyse, et pas de complication qui a mis en jeu le pronostic vital. Et lorsqu'on prend cette définition, eh bien, on avait un succès clinique dans 66% des cas, c'était seulement 56% pour les procédures mitrales, et par contre un taux de succès qui était très bon sur les procédures aortiques. Et encore une fois, c'est que 5 cas. L'évolution hospitalière, une durée de réanimation qui était très variable, en moyenne 13 jours, mais ça pouvait aller de pas de passage en réanimation jusqu'à des durées beaucoup plus prolongées. Dans 10% des cas, une chirurgie cardiaque a été nécessaire dans le premier mois. Quelquefois, pour les insuffisances rénales aiguës, des dialyses ont été nécessaires. Par contre, il n'y a pas eu d'instabilité hémodynamique au point d'avoir besoin de recours à l'assistance circulatoire. En termes de décès, 8 cas ont été constatés, ça représente quand même 13% de la population. Donc 8 cas sur 44 patients, 8 cas sur 60 procédures. Sur ces 8 cas, il y en a 6 qui étaient directement après la procédure de FFPP, et il y en a 2 par contre qui sont survenus après une chirurgie en rescue qui avait été faite pour complications ou échec de procédure. Et ces 2 cas s'étaient mal passés avec soit dans un cas une hémorragie cérébrale, soit dans un autre cas une défaillance multiviscérale. Ces décès étaient liés à un cas d'endocardite, échec de pose de prothèse plus endocardite sur la valve qui a été abordée. 3 cas des suites pour insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que la prothèse n'a pas permis d'enrayer une évolution inéluctable d'une fuite de très haut grade. Un cas d'hémothorax, alors ça c'est une observation qui m'a refroidi. J'étais assez partisan au début de ma petite expérience sur la voie transapicale pour les mitrales. Et ce cas d'hémothorax, en fait, c'était une lésion finalement liée à la voie d'abord avec une atteinte d'une veine intercostale, d'une artère intercostale qui a saigné à bas bruit pendant la nuit avec hémothorax massif qui a été drainé et insuffisance rénale aiguë alors que la procédure sur le plan technique s'était déroulée de façon assez rapide et bien. Et malheureusement, le patient a décédé de cette complication. Donc ça nous pourra jouer dans la discussion que l'on aura tout à l'heure lors du cas in live sur le choix de la voie d'abord et le choix de la standardisation de la procédure.
si on s'amuse, si on compare les procédures mitrales et aortiques, on voit très bien qu'en termes de résultats, ça n'a rien à voir, même si ce n'est que 5 cas et que ces courbes sont très discutables sur le plan statistique pour les procédures aortiques. Mais la majorité des complications rencontrées ou des échecs étaient observées avec les valves mitrales, avec les FFPP mitrales et pas du tout avec les FFPP aortiques, ce qui permettra probablement, et c'est déjà ce qu'on fait, d'élargir très vite les indications pour les fuites para-aortiques. Là, c'est une autre façon de comparer, c'est en prenant deux critères, soit la reprise interventionnelle sur la valve, soit par voie percutanée, soit par voie chirurgicale, et avec un autre critère qui va être un critère d'événement dur, chirurgie, décès ou AVC. Eh bien, lorsqu'on s'intéresse au succès de pause, eh bien évidemment, quand on a un succès de pause, on aura un taux de reprise qui sera moindre, que ce soit par voie chirurgicale ou par voie percutanée. Mais le succès de pause, eh bien, dans notre registre, n'était pas associé à une amélioration pronostique. Donc le succès de pause en lui-même n'est pas du tout un bon critère de définition et d'analyse de la méthode. Il faut s'intéresser beaucoup plus au succès clinique. Et lorsqu'on prend la définition que j'ai adoptée tout à l'heure, qui est discutable, mais ce qui comportait succès de pause, diminution de la fuite, diminution de l'hémolyse et pas de complications avec mise en jeu du pronostic vital, et bien là, par contre, on avait, lorsqu'il y avait un succès clinique, un taux de reprise qui était bien moindre et un résultat en termes de MACE qui était bon. Donc c'est une petite expérience, ça n'a rien à voir avec les papiers de la littérature qui ont été publiés actuellement, mais ça a l'avantage d'être un reflet des pratiques actuelles en France. Ça va nous servir de support et de base de comparaison pour tout ce qui sera fait ensuite prospectivement. Je pense qu'on a un follow-up qui va être assez intéressant néanmoins, même si ça ne sera pas aussi long qu'au Québec, avec les limites toujours inhérentes au design rétrospectif, aux données manquantes. Et la limite actuelle, je pense qu'on peut vraiment faire beaucoup mieux que ce qu'on a actuellement, en élargissant avec vous et avec votre expérience personnelle les quelques cas supplémentaires qu'on peut avoir dans les différents centres français, et en optimisant encore le recueil du follow-up de nos patients, parce que pour l'instant, on a encore des données manquantes sur le follow-up, et je pense qu'on peut faire mieux, et du coup avoir un travail qui soit quand même déjà assez conséquent en France. Merci de votre attention. Je pense qu'il faut le faire à chaud parce que commencer à lancer les analyses, c'est pas très long à remplir. Je pense qu'il y a encore quelques cas par centre, mais un mois, à mon avis, il faut que ce soit bouclé d'ici un mois pour qu'on puisse vraiment après exploiter et améliorer le travail statistique. Ouais. Et exploiter ça. Et bien entendu, ça introduit le travail prospectif que va vous présenter Marc-Antoine, mais je vois qu'il y a une question. C'est la vraie vie, cette étude préliminaire. D'une part, tu peux compter sur moi et les différents centres dans lesquels j'interviens, ou d'ailleurs nous intervenons ensemble parfois. Une chose qui serait bien, parce que moment d'expérience des registres sur plusieurs années, ça c'est aussi peut-être un appel, c'est de faire une réunion préliminaire. Peut-être qu'aujourd'hui ça peut servir de réunion préliminaire, mais faire des réunions régulières avec les opérateurs pour montrer des résultats intermédiaires, parce que c'est vraiment comme ça qu'on fait vivre un registre, je pense. En l'occurrence, c'est ce qu'on a programmé. En termes de réunion, c'est cette réunion annuelle, et donc il y aura toujours un chapitre consacré aux fuites, d'autant plus que ça bouge pas mal. Et deuxièmement, une lettre par trimestre, donc on s'est mis la barre un peu haut pour dire où en sont les inclusions et les nouvelles. Les news, ça ne sera pas très long, mais une lettre par mail par trimestre. Notamment, ce qui est assez original, c'est qu'effectivement, on a une grande variabilité de prothèses. Donc, ce que j'espère, c'est qu'on puisse éventuellement, après, même rétrospectivement, comparer les deux groupes principaux de prothèses qui ont été utilisés et voir s'il y a une différence dans ce domaine. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de plus de cas aussi, si c'est possible. Je crois que Marc-Antoine va